Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la contrainte qui libère. Est-ce qu'on doit vraiment opposer liberté et contrainte dans nos vies? Et comment est-ce qu'on peut justement équilibrer nos vies, équilibrer notre santé, nos relations, nos finances, en mettant en pratique un principe que moi j'ai beaucoup pratiqué par le training du corps et qui dans le training du corps, aujourd'hui que j'appelle le body art healing, qui vient donc d'une technique d'entraînement de l'acteur, du physical theater, un principe donc qui s'appelle la contrainte qui libère. Alors quand on cherche à opposer trop liberté et contrainte, on va passer à côté de quelque chose. On va vraiment passer à côté de la possibilité de grandir au-delà de beaucoup de schémas qui nous limitent. Et on reste aussi enfermé dans des illusions de liberté qui nous empêchent de prendre la vraie porte de la liberté. Donc la contrainte qui libère, c'est un grand principe que j'ai appris notamment avec les maîtres japonais. Donc dans l'exercice de théâtre No, alors le théâtre No c'est un théâtre qui a 2000 ans d'âge, hein. Moi je l'ai travaillé avec une dame qui était une maître de théâtre No, qui avait hérité de cet enseignement de sa famille. Donc c'est un enseignement ancien qui vient de la nuit des temps de l'humanité et qui représentait à l'époque les dieux, et notamment les pièces de théâtre No étaient jouées lors des funérailles, lors du deuil et de la veille d'un mort. Eh bien, on jouait des pièces qui représentaient son départ pour l'au-delà, donc des pièces de théâtre profondément liées au principe de vie, de mort, des pièces de théâtre qui représentaient ces cosmogonies, c'est-à-dire ces origines aussi de la vie. Donc, pour vous dire un petit peu d'où vient cet incroyable principe de vie que moi j'ai beaucoup appliqué ensuite et qui m'a, je pourrais dire littéralement parfois sauvé la vie, ou en tout cas éviter de gros ennuis, qui est celui de la contrainte qui libère. Donc quand on travaille le corps, comment est-ce qu'on l'applique? Eh bien, on a, admettons, une certaine manière de bouger. On a une certaine manière de marcher. Et pour pratiquer la marche de l'acteur de théâtre No, une marche très particulière, très belle, qui donne d'ailleurs l'impression que les acteurs flottent sur la scène quand ils se déplacent, parce que leurs pieds sont cachés par de magnifiques costumes. Si vous avez l'opportunité, vous allez sur Internet, vous regardez Théâtre No Images, vous allez voir ce dont je parle. Donc ils ont des splendides costumes qui couvrent leurs pieds, et donc ils marchent d'une certaine façon qui fait qu'on a l'impression qu'ils volent ou qu'ils glissent sur le sol, ce qui était évidemment propice à représenter les dieux et les esprits. Donc cette démarche, elle demande, pour arriver à l'exécuter, de contraindre vraiment le corps avec des, des indications qui ne sont pas celles que l'on suit quand on marche normalement, nous, notamment en Occident. Par exemple, de garder les hanches au même niveau, de garder le talon collé au sol, de le faire glisser par des petits pas. Donc il y a tout un ensemble de contraintes. Et lorsque j'ai pratiqué cela avec ma maître japonaise de théâtre No, c'était très compliqué au démarrage. Ça demandait énormément d'énergie, énormément d'efforts, parce qu'évidemment le corps, naturellement, à chaque fois que je voulais faire un prochain pas, avait tendance à remonter dans ses habitudes et à prendre le chemin qu'il connaissait. Et c'était vraiment une forte volonté qui nous était demandée pour dire non au corps. Non, tu ne lèves pas le pied à ce moment-là. Non, tu ne lèves pas le talon. Non, tu ne lèves pas, tu ne remontes pas les hanches. Non, tu restes au même niveau, etc. par rapport au sol. Et à force de pratiquer ces contraintes et d'obliger mon corps à suivre ces indications, un jour, il y a eu comme une espèce de miracle à l'intérieur de moi. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où tout à coup j'ai senti comme quelque chose qui s'ouvrait complètement dans le bas du corps et dans les jambes, et tout à coup mes pieds se sont mis à glisser littéralement sur le sol, et les hanches étaient libres, et tout le corps était en place, et je pouvais faire la marche No avec un sentiment véritable de m'envoler pour le coup, avec une grande liberté. Parce que du coup mes énergies s'étaient placées dans un endroit plus profond, plus enraciné, et j'avais gagné une incroyable liberté dans la mobilité de mon bas du corps et une très grande puissance également. Donc ce moment-là m'a appris énormément de choses. Il a duré quelques minutes,
Alors évidemment, les entraînements avant ont duré des heures et le moment de libération a duré quelques minutes, mais il m'a vraiment appris le sens de ce que j'appelle la contrainte qui libère. Donc, la contrainte qui libère, c'est cette idée qu'on va dire non à nos manières habituelles de faire. On va dire non à nos habitudes pour pouvoir trouver un autre chemin plus profondément ancré pour nous, qui correspond mieux à nos véritables besoins, qui est plus proche de nos racines et qui nous permet d'avoir une plus grande force dans la vie. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi c'est difficile d'appliquer cette contrainte qui libère, parce que à quoi elle s'attaque, pourquoi c'est dur à notre ego d'appliquer, dur pour notre ego, pardon, d'appliquer ce principe. On verra aussi quelques exemples de domaines de vie dans lesquels on peut l'appliquer et tous les bénéfices surtout que ça nous apporte de pouvoir l'appliquer. Donc, au départ, pourquoi c'est si dur d'appliquer la contrainte qui libère? Alors, c'est dur parce que déjà, on a l'esprit souvent assez affaibli et parce que ça demande de résister véritablement à la facilité, à nos habitudes, voire même à nos dépendances. Parce que, bon, quand on veut dire non à quelque chose dans notre vie, c'est généralement que c'est pas bon pour nous. Mais évidemment, on essaye et puis on n'y arrive pas forcément. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour un être humain que de changer ses habitudes. Donc, si on prend quelques exemples, en admettant que l'art du corps n'est qu'une grande métaphore finalement pour la vie, on va regarder le domaine financier, le domaine de la santé, le domaine des relations ensemble, et on va voir ce que ça signifie, cette illusion de liberté, et ce que ça signifie quand on réussit à appliquer le principe de la contrainte qui va nous libérer vraiment de cette illusion de liberté qui n'est finalement qu'une prison dorée. Donc si on prend le domaine financier, si on ne se contraint jamais sur le plan de nos dépenses, ça va restreindre à terme notre vraie liberté d'avoir un vrai capital, d'être riche, un capital qui nous permet de nous sentir en sécurité et donc de nous libérer des préoccupations d'argent. Comment est-ce qu'on peut se dire libre si on stresse chaque mois devant notre découvert financier? On est à ce moment-là littéralement prisonnier de nos angoisses par rapport à l'argent. Donc, dans un premier temps, le fait de lâcher la carte bleue et de s'offrir tout ce qu'on a envie à s'offrir donne un sentiment de liberté, de non-contrainte. Ah, j'ai envie de cette robe, j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de m'offrir ça, je lâche les vannes et je me l'offre et j'ai ce sentiment premier d'une espèce de liberté. Mais à la fin du mois, quand je regarde mes comptes et que l'angoisse monte parce que, à nouveau, je suis dans le rouge ou à découvert, quand tout à coup je me rends compte à partir d'un certain âge que peut-être je n'ai pas d'économie, que je n'ai pas de sécurité financière, que tout à coup je perds un emploi avec le gros salaire qui me permettait toutes ces dépenses, tous ces crédits, et puis que je suis face à ces crédits et à ces dettes et que je n'ai plus les moyens de faire face, et bien là, je vais être complètement prisonnier d'une vie où il va falloir gérer la galère, quoi. Gérer la situation compliquée dans laquelle je me suis mise parce que je ne me suis pas positionnée avec cette notion de limite, cette notion de non, cette notion de contrainte qui allait me libérer. À ce sujet, il y a un audio très intéressant sur Audible que je vous conseille qui s'appelle « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Et dans ce livre audio de Nicolas Bérubé, l'auteur prend pour exemple plusieurs personnes qui se sont libérées très vite du fait d'avoir un emploi. Des gens qui sont à la retraite à 30 ans, parfois même avant, très jeunes, ou en tout cas 30, 40 ans, qui se libèrent du fait de devoir avoir un travail, qui sont donc libres financièrement. Et il montre comment ces personnes ont commencé par se contraindre tout simplement à limiter drastiquement leurs dépenses et à épargner et à investir tout ce qu'ils pouvaient pour créer leur liberté financière. Donc c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on voit la vie de ces gens au départ, on se dit bon, c'est pas fun, hein, c'est pas glamour, il n'y a pas de paillettes véritablement dedans apparentes. Et pourtant, c'est un vrai chemin au final de liberté. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit se priver de tout plaisir, bien sûr. Bon, tout ça, je l'explique dans mon livre sur l'argent, j'arrête de finir le mois à découvert. Mais il y a un non à la dépense destructrice, à la dépense compulsive, à la dépense qu'on ne compte pas, qu'on ne maîtrise pas, à la dépense qui ne rentre pas dans une gestion équilibrée de notre budget. Donc ça, c'est par exemple le domaine financier. Si on prend le domaine de la santé, c'est la même chose.
Ne pas savoir dire non à un deuxième service, alors qu'en fait on n'a plus faim. Ne pas savoir dire non au traditionnel dessert, qui alourdit un repas qui est déjà bien complet. À terme, ça nous enferme dans un corps qui ne va pas réussir à bien digérer, un corps peut-être en surpoids chronique, un corps avec lequel on ne se sent pas bien. Donc sur le moment, on se donne cette liberté. Moi, je mange ce que je veux, comme je veux, je m'en fiche, je mets autant de beurre que je veux et de crème, c'est ça la liberté, que personne ne vienne m'embêter avec ça, moi je mange comme ça, etc. L'ego revendique cette forme de liberté. Mais au fond du fond, si au final on n'est pas très heureux de la silhouette qu'on voit dans la glace, si on a des problèmes de santé qui font que on ne peut plus faire ce qu'on veut en termes de sport, en termes de sortie, voire même en termes de travail, eh bien on est à nouveau prisonnier. Hein. Donc moi par exemple, je suis extrêmement gourmande. J'adore manger des gâteaux, cheesecake, brioche, tarte au citron, tiramisu, crumble aux fruits de saison, fondant au chocolat, crème de marron avec un peu de crème fraîche, bref, je suis fan. Je suis quelqu'un de très très gourmand. Mais je m'offre cette liberté, évidemment, de me dire non à manger ça en quantité exagérée ou à en manger tous les jours. Je le mange de temps en temps, quand je suis certaine que la pâtisserie est de qualité, dans un salon de thé de mon choix, ou une pâtisserie que je connais, où je sais c'est ou alors fait maison, vous voyez. Et puis accompagné d'un bon thé, dans la tranquillité. Je choisis aussi le moment auquel je vais déguster ça. Donc je contrains mon choix. Je me dis, je ne vais pas manger ça n'importe quand, à n'importe quelle heure, tard le soir après un dîner déjà bien copieux. Non, je vais par exemple le manger au petit déjeuner ou lors d'un goûter que je prends vers 16h maximum. Et du coup, le soir, généralement, je mange très peu, je mange rien, une soupe, un fruit, quelque chose. Et je garde comme ça mon équilibre tout en me permettant d'être aussi gourmande que je le veux. Mais il est vrai que parfois, si je passe devant une boulangerie ou etc., je pourrais me dire ah j'aurais bien envie maintenant de ça, c'est pas vraiment le moment, ce serait en surcharge, je dis non. Hein. Donc pour moi c'est simple ça par rapport à la nourriture parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, mais il y a des personnes pour qui c'est compliqué. Hein. Donc là c'est à nouveau prendre conscience de la contrainte qui libère, arriver à dire non à nos habitudes. Le reste du temps, c'est vrai que moi, dans mon alimentation, je suis très équilibrée. Hein. Je mange du bon pain de blé ancien, des fromages frais de chèvre, des salades, des choses végétariennes, des légumes, des poissons façon méditerranéenne. Donc, quelque chose qui va finalement me libérer. Oui, c'est une contrainte de manger sainement parfois. C'est vrai, ça demande du temps, ça demande de cuisiner, ça demande de faire les courses à certains endroits précis, etc. Ça demande de dire non à la facilité, de prendre des choses emballées au supermarché parfois. Mais c'est vrai que ça me rend libre parce que derrière, j'ai un corps qui est vraiment en énergie, qui se réveille le matin en pleine santé et je me sens bien. Alors, savoir se dire non à soi-même, c'est vraiment un des actes les plus puissants de la vraie liberté. Mais notre ego peut avoir du mal avec ça. Notre ego a du mal avec ça parce que c'est pas simple pour plusieurs raisons. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, on a des habitudes, voire même des dépendances. Et si vraiment on n'arrive pas à dire non à quelque chose qui nous détruit, c'est vraiment important là d'aller se faire aider, se faire soutenir par un thérapeute, un coach, un proche, quelqu'un qui va être absolument sans complaisance par rapport à ce à quoi on veut dire non. Parce que nous, on va toujours trouver des arguments dans nos têtes. Il faut savoir que notre mental, notre ego, se nourrit profondément de notre souffrance, de nos downs, de notre mélancolie, de tout ce qui nous tire vers le bas, que ce soit une cigarette de trop, un verre d'alcool en trop, que ce soit une relation toxique, que ce soit des pensées toxiques. Une partie de nous qui aime bien rester dans le down, dans quelque chose qui va rester dans peut-être une loyauté familiale. Hein. On a l'habitude d'être dépressif dans la famille, ou alors on va avoir l'habitude de rester un peu comme tout le monde, comme tous ces gens qui se plaignent. Vous voyez, on reste dans des loyautés, dans des habitudes du mental, et notre ego se nourrit des souffrances émotionnelles que cela nous procure. Donc il y a une partie de nous qui n'a pas envie d'être frustrée et de laisser partir tout ce qui nous détruit, parce que quelque part il s'en nourrit. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire non, parce qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas renoncer à ces illusions de liberté, même si elles sont autodestructrices. Et là, c'est important de se faire aider. Moi, j'ai fait le chemin, notamment
dans le domaine qui est pour moi le plus compliqué sans doute de ma vie, qui est celui des relations sentimentales et amoureuses, parce que justement, au départ du départ, dans mon histoire, il y a un gros trauma, un trauma physique, émotionnel important. Et ce trauma étant profondément ancré dans mon subconscient, même avec la meilleure volonté du monde, je me retrouvais toujours dans les mêmes schémas. Et c'est là qu'il faut prendre conscience de comment l'ego et le mental justifient ça. Et pour moi, ça a été vraiment intéressant d'observer toutes les histoires abracadabrantes, tous les arguments possibles et imaginables que mon mental a pu me raconter pour que je reste, par exemple, attachée dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, avec des personnes qui ne me rendaient pas heureuse et qui abusaient au final d'une manière ou d'une autre de moi. Même si intellectuellement, des fois, je pouvais le voir, je finissais toujours par trouver des excuses, des bonnes raisons, nourrir une espèce de déni, vous savez, une façon d'enjoliver les choses, se raconter des histoires. Ça peut être pour les relations, mais ça peut être pour toute autre chose, hein, comme quand on parlait de nourriture tout à l'heure et qu'on va se faire un film en disant oui, mais tu comprends, moi j'ai besoin de cette liberté de manger tout ça, etc. Alors qu'au fond, c'est pas bon. Hein, donc, il faut faire vraiment attention au fait que ce qu'on croit être nous, ou ce qu'on revendique comme étant nous, peut être une identité qu'on s'est forgée sur la base d'un déni, sur la base d'un trauma, sur la base de souffrances que l'on souhaite au final nourrir par loyauté, et que finalement c'est pas bon pour nous, hein, de continuer à dire oui à cette partie-là, au lieu de lui dire tout simplement non, on ne fait plus ça, on arrête ça, ça suffit comme si j'ai assez souffert, regarde, je m'auto-détruis, donc t'es bien gentil avec ton blabla, mais ça va être non. Et là, c'est vrai que moi, ce que j'ai observé par rapport à moi, c'était tellement ancré et profond, ce trauma, c'était tellement compliqué pour moi de sortir de schémas que j'avais nourri, mais finalement, toute ma vie, puisque le trauma d'abus s'est passé dans l'enfance, donc ça agit sur tout mon parcours amoureux, donc en fait, au final, je ne savais même pas ce que c'était qu'une relation saine et bonne pour moi, donc je n'en ai aucune idée. Donc là, j'ai eu besoin d'un coach très averti dans le domaine, qui m'a vraiment pris en main et qui m'a, je peux vous l'assurer, pris en main fermement et plusieurs fois pour me dire non mais regarde, tu es encore en train de reproduire la même chose. Donc ensuite, c'est vraiment important pour vous de reconnaître, ben oui, que là vous n'arrivez pas, par exemple, à vous dire non, ou que vous n'arrivez pas à avoir conscience des choses pour appliquer cette fameuse contrainte qui vous libérerait. Et donc, il faut se faire aider. C'est super important. Et puis, une autre raison, mis à part le fait qu'on peut avoir des dépendances et des habitudes, notamment qui se sont concrétisées, qui se sont nouées sur la base de vieux traumas émotionnels, c'est qu'on vit aussi dans une société du oui, quoi. On vit dans une société du plaisir et du fun, de la consommation de satisfaction rapide. Donc, mon vieux principe qui vient de 2500 ans des maîtres japonais de No, etc., de la contrainte qui libère, c'est pas bankable, hein. C'est pas très fun, c'est pas très glamour dans notre société, c'est pas très vendeur. On est maintenant une société, pour moi, hein, qui est dans une sorte de fuite en avant et de déni par rapport au véritable trauma que les êtres ont en profondeur, et qui va beaucoup dans la distraction des choses, et au lieu d'être dans une véritable guérison ou dans des valeurs fortes. D'ailleurs, des valeurs comme l'engagement, l'abnégation, la discipline, le travail sont des valeurs qui sont au placard aujourd'hui. On ne les retrouve plus, alors que c'était des valeurs extrêmement honorées dans d'autres générations. Alors, ne me comprenez pas mal, hein, je ne suis pas en train d'idéaliser le bon vieux temps, mais c'est important quand même de prendre conscience. Moi, je pense aujourd'hui, on est quand même dans un monde menacé par plein de choses, hein. On sait que sur le plan écologique, ça va pas fort. On a vécu des crises terribles avec le Covid. On est un peu paumé au niveau tout ce qui est économique. On a peur de la guerre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent de grave. Et l'humain, à ce moment-là, fonce encore et toujours dans la même direction, d'encore plus consommer, encore plus se distraire, encore plus produire de choses et de gaspillage, etc. Une certaine partie de l'humain, bien sûr. Mais globalement, c'est quand même une société. Si on se balade en ville, hein, à Paris, ailleurs dans les grandes villes, on voit de la pub partout, on voit une incitation à la consommation de partout, cette espèce de refus de se dire non, avec des incitations à emprunter pour se payer des choses, à partir en vacances, etc. Et toujours cette vente de rêve, cette vente de plaisir permanent,
qui rend assez difficile l'application de la contrainte qui libère, hein. Donc, toutes ces valeurs importantes qui, pour moi, sont indispensables à construire une vie, et puis en particulier aussi, là, je vous parle beaucoup, souvent, à vous qui êtes entrepreneur, hein, puisque beaucoup de personnes qui me suivent sont entrepreneurs. Euh, Si on ne sait pas, dans un parcours d'entrepreneur, faire preuve d'engagement, d'abnégation, de discipline et de travail régulier, l'entreprise ne va pas faire long feu. Donc ces valeurs, elles ont été à un moment mal comprises. Et c'est pas pour rien qu'on est aussi aujourd'hui dans une sorte de société beaucoup quand même du plaisir. Moi, je vois toujours une compensation à toutes ces restrictions, hein, évidemment, qui étaient avant appliquées de manière violente et imbécile, pardonnez-moi l'expression, mais il y a un jugement, oui, je reconnais, il y a un jugement, par les dogmes catholiques, par certaines institutions disciplinaires, par l'éducation. Donc tout ça a fait que ces valeurs-là ont perdu du glamour, de l'attraction, parce que elles ont été appliquées d'une façon qui était contraignante pour l'être, mais de façon violente. Donc du coup, les personnes ne peuvent pas rechoisir d'être disciplinées. On ne rechoisit pas de se dire non. On a l'impression qu'être libre, c'est vraiment se dire oui à tout, parce que voilà, on est maintenant dans une époque de liberté, il n'y a plus toutes les contraintes morales, religieuses qu'il y avait avant, ni disciplinaires, ni éducatives. Et donc on fuit un peu la tête la première dans toutes ces possibilités, sans se rendre compte qu'on a perdu l'équilibre là-dedans. Et le déséquilibre se voit dans le gaspillage incroyable de nos sociétés, dans les disparités sociales, dans tout ce qui se fait économiquement, écologiquement, qui montre bien qu'on est dans un monde déséquilibré. Donc, pour en revenir à ce qui nous concerne nous, nos vies à nous, il faut avoir aussi conscience que on est toujours une situation et qu'on le veuille ou non, baigné dans cette société-là, et que ça nous impacte, hein, ça nous influence, qu'on le veuille ou non. On a peur peut-être, si on commence à être très discipliné, très rigoureux, etc., de paraître comme quelqu'un qui ne s'offre pas de plaisir, qui est has-been, qui est un peu vieillot, vous voyez, dans ses façons d'être et de faire. Et c'est peut-être vrai, hein, mais en attendant, c'est quand même ça qui nous permet de nous construire. Donc, par rapport à ces contraintes de l'ancienne société ou des anciennes générations, on a aussi beaucoup mis en avant ce culte du bien-être individuel, et on est en plein dedans avec le développement personnel, la liberté de soi, la reconnaissance de soi, etc. Ce qui est très bien. Moi, je suis tout à fait pour que chacun prenne soin de son bonheur et de son bien-être. Et c'est venu donner donc une autre perspective, hein. C'est moi d'abord, mon bien-être d'abord, etc. Et donc on parle toujours du fait de s'écouter. On veut s'écouter d'abord. C'est moi d'abord, je m'écoute. Et donc je me dis oui à moi-même, je me traite bien, je fais attention à moi, etc. Mais là, il y a un petit piège. Il y a un petit piège parce que moi je pose la question. Quelle est vraiment la partie de nous que nous écoutons quand on dit qu'on s'écoute? C'est vraiment quelle partie de nous? Est-ce que c'est cet ego qui nourrit cette illusion de liberté et qu'on va écouter? Ou est-ce que c'est plus en profondeur une partie de nous qui va réellement veiller à nos besoins les plus profonds? Donc, besoin de sécurité, besoin d'affection, besoin de valeur, etc. Donc, ce qui peut se passer aussi, et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'appliquer la contrainte qui libère, c'est que on a plusieurs moi en nous. Et il y a conflit entre ces moi. Il y a plusieurs moi, il y a plusieurs voix qui parlent dans nos têtes. Il se peut qu'en nous, il y ait aussi un enfant intérieur qui a été brimé par ce dont je parlais tout à l'heure, hein, une sorte de discipline mal appliquée ou appliquée de manière violente sur l'enfant, comme c'est encore beaucoup le cas dans l'éducation, qu'elle soit scolaire ou parentale. Et l'enfant intérieur qui a été brimé, qui a été obligé, forcé de suivre une certaine discipline trop longtemps dans sa vie, ne va plus supporter aucune contrainte. Et il va se rebeller activement à l'intérieur pour saboter toute forme d'autodiscipline ou d'ordre moral qu'on voudrait nous imposer, à nous-mêmes, pour nous réussir. Donc, il se peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que pour survivre à certains chocs et traumas émotionnels du passé, on ait gardé des angles morts dans notre conscience. Donc, on ne sait pas comment faire autrement que dire oui à ce qui nous détruit nous-mêmes. Donc, on a toutes ces parties qui se battent dans notre cerveau pour nous donner des arguments, pour continuer nos habitudes et éviter la fameuse contrainte qui nous libérerait pour de vrai.
Si on prend le domaine du business, vous qui êtes dans l'entrepreneur, en particulier les femmes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, et puis moi j'ai aussi ma propre expérience comme étude de cas, c'est pareil, on est toujours face à des choix. Est-ce qu'on va passer ou ne pas passer à l'action, oser investir ou pas, avoir la discipline de se coucher tôt pour se lever tôt chaque matin, ou est-ce qu'on va traîner devant notre série télévisée le soir, un peu tardivement, puis le matin avoir un peu la tête dans le pâté, puis avoir moins d'énergie pour réellement faire ce qu'on aurait à faire pour notre business. Donc, on sait par exemple qu'en business, se consacrer de manière régulière, attentive à son entreprise, mettre son temps, son énergie en premier lieu au service de sa passion, ça va être ce qui va nous permettre de réussir. Plutôt que de nous éparpiller, comme on a l'habitude de faire, en disant oui à tout, à nos urgences, à nos obligations sociales, à nos préoccupations quotidiennes, et puis finalement faire passer son entreprise, et puis nous-mêmes, au final en dernier. Donc, si on dit non à ce qui est urgent, à ce qui vient bouffer notre temps, à certaines personnes qui peuvent être énergivores ou chronophages dans nos vies, on va pouvoir dire oui à ce qui, profondément, nous permet, nous, d'avancer réellement. Donc, une fois de plus, la contrainte qui libère. La contrainte qui libère, c'est aussi effectuer des routines quotidiennes pour rester aligné sur le bon mindset ou garder une bonne énergie dans le corps. Donc, par exemple, moi, souvent, je me lève le matin, j'ai des routines très calées. Je vous ferai peut-être un jour un podcast sur vraiment mes routines du matin. Puis parfois, il y a une partie de moi qui a tout de suite envie, par exemple, d'aller se mettre au travail parce qu'il y a une urgence. Et là, j'ai pris tellement l'habitude de me discipliner que tout à coup, je me vois faire et je dis non. Là, tu vois, tu es en train de foncer pour répondre à une urgence. Tu sais que ça, c'est pas bon. Donc, tu dis non à ça. Et j'arrête tout et je m'oblige à aller effectuer ma routine où je prends d'abord soin de ma santé, de ma beauté, de mon bien-être avant de commencer quoi que ce soit comme travail ou comme écriture. Donc, c'est super important de créer cette espèce de réflexe, de muscler en vous ce réflexe, de dire non aux choses que vous savez, vous ne devez tout simplement pas faire, parce que vous savez qu'elles ne sont pas bonnes, c'est tout. Et cette capacité à dire non, alors à des mauvaises habitudes, mais aussi à des pensées qui vous tirent vers le bas. Moi, le nombre de personnes que j'accompagne, avec qui le seul et unique travail pour moi va être en permanence de leur montrer qu'elles sont en train de penser d'une manière qui leur détruit le moral, qui les fait tomber en bas et qui leur fait perdre confiance en elles. Et à ce moment-là, je leur dis, regarde là, tu te rends compte, tout ce que tu es en train de te dire, qui te fait sentir mal, qui fait que tu ne te sens pas d'élan pour continuer. Est-ce que tu es capable de dire non à ces pensées-là? Et auquel cas, si tu dis non, à quoi tu dis oui, par quoi on les remplace? Donc, c'est parfois appliquer la contrainte qui libère, c'est un vrai combat intérieur. Et moi, je le sais parce que je l'ai vécu dans le corps. Quand je me battais pour réussir à faire ces pas de théâtre-no, c'était un vrai combat. À chaque millimètre de déplacement, mon corps essayait de faire comme il avait l'habitude et je freinais. Je disais non, tu restes là, non, tu restes là. Et finalement, j'ai ouvert la porte vers une beaucoup plus grande liberté et possibilité de mouvement pour moi. Donc, pour un entrepreneur, cette capacité d'appliquer la contrainte qui libère peut être ce qui va décider ou pas de sa capacité à réussir dans son entreprise. Donc il faut savoir que cette liberté des indépendants qui est tant convoitée par certains salariés qui rêvent de se lancer sans vraiment oser, elle a un coût. C'est cette fameuse contrainte qui libère qui va associer l'autodiscipline et le succès. Et pour moi, c'est vraiment la clé d'une entreprise qui va être assez solide pour durer et grandir pendant plus de 1 ou 3 ans, ce qui est en gros une moyenne d'âge pour la plupart des entreprises qui ensuite se cassent la figure. C'est vraiment vos qualités spirituelles en tant qu'entrepreneur qui vont faire que vous êtes capable d'avancer. Donc, être discipliné, c'est s'offrir dans le business la grande liberté, au final, de ne travailler que pour quelque chose qui a du sens pour soi et qui nous anime. C'est aussi la liberté de choisir votre manière d'être discipliné. Moi, je suis extrêmement disciplinée, mais je choisis mes horaires, mes moments de détente, mes priorités personnelles. Et par exemple, pour parler de quelque chose d'absolument essentiel, qui est par exemple le rapport qu'on peut avoir à nos enfants dans nos vies, moi, le fait d'avoir toujours été ma propre boss, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de discipline, beaucoup d'auto-contraintes et de dire non à certaines choses pour arriver à faire d'autres choses, mais c'est ce qui m'a permis d'élever totalement librement mes enfants, comme je l'entendais, en tant que maman, avec tout le temps que je voulais avoir pour eux,
en organisant leur éducation comme je le souhaitais, dans leur école démocratique, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de contraintes pour faire ça pour mes enfants. Je me suis contraint à vivre loin d'une ville, proche de l'école. Je me suis contraint du coup à développer un business en ligne, alors que j'étais au départ une artiste, pas très fan de tout ce qui était écran et Internet. Il y a eu beaucoup de contraintes, mais finalement, ça m'a libérée sur des choses essentielles, et notamment la liberté d'éduquer mes enfants comme je le souhaitais, ce qui est un essentiel pour moi. Si on prend par exemple le domaine des relations, pour parler de la contrainte qui libère dans le domaine des relations. Certaines personnes ont beaucoup de mal à garder un lien en amour. Et on le sait, elles fuient l'engagement de peur de perdre leur liberté. Et là, je vais vous renvoyer un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La femme initiatrice dans les relations amoureuses. Et il y a 2 pages extraordinaires sur le concept de liberté dans les relations. Et elle explique cette différence entre ces personnes qui cherchent leur liberté par le papillonnage, la quête effrénée de quelle personne pourrait enfin les aimer sans qu'elle-même n'ait besoin de se contraindre à quoi que ce soit, de s'attacher, de faire un effort. Et ça, c'est un pari quasi impossible, qui va contraindre justement ces personnes et les emprisonner dans une solitude non voulue, qui va aussi les condamner aux déceptions amoureuses à répétition, parce que ce qu'elles cherchent n'est pas possible. C'est-à-dire qu'elles cherchent à vivre l'amour sans vraiment donner, elles, ce qu'elles auraient à donner, par peur évidemment toujours du rejet, de l'abandon, enfin tout ce qui, ces vieilles grandes blessures qui abîment le lien affectif. Mais du coup, elles prônent cette espèce de liberté de continuer de papillonner en cherchant à droite à gauche la fameuse personne, et c'est ça l'illusion de liberté. Parce qu'en fait, si on veut vraiment aimer, bien évidemment, apparemment, on va choisir une personne. Et puis, ben, apparemment, on perd une certaine liberté qui serait d'aller vers d'autres personnes. On choisit d'aimer un seul être. Et c'est ce qu'elle explique dans son ouvrage, comment elle était passée, cette femme, de cette liberté de libertinage et de papillonnage à une autre forme de liberté qui était celle de n'aimer qu'un seul homme avec lequel elle s'engageait, qui lui avait ouvert une toute autre porte, qui était celle finalement, en amour, et moi je l'interprète comme ça, d'avoir le cœur paisible. Parce que quand on est comme ça en quête permanente d'une soi-disant âme sœur ou personne qui nous comprendrait ou nous aimerait enfin, on est quelque part intranquille à l'intérieur. Donc on est prisonnier de notre dépendance affective, voire de notre dépendance sexuelle. Mais dans une relation où on accepte de se poser, on peut déjà savoir qu'il y a quelqu'un, sans qu'on ait besoin de le chercher. On peut approfondir le lien pour se permettre d'avoir la liberté d'être de plus en plus nous-mêmes avec l'autre. On peut s'ouvrir, sortir de nos faux semblants, ne plus se protéger par peur de l'abandon ou de la trahison. On peut affiner une communication saine, avoir le bonheur d'écouter, de partager, de se sentir compris, apprécié, d'offrir ce cadeau d'abondance, de partage à l'autre. On n'est plus obligé de toujours penser à séduire l'autre. Simplement, on est juste, on est simple, on est ce qu'on est, dans un lien qui s'approfondit de tendresse et d'amour pour l'autre, et d'amour inconditionnel, d'amour engagé. On sait aussi que l'erreur est permise, qu'on sera accepté et soutenu plutôt que éventuellement jugé et rejeté. Et est-ce que tout ceci ne va pas nous offrir une bien plus grande liberté, un bien plus grand soulagement intérieur que finalement le fait d'enchaîner des relations où tout est à refaire à chaque fois, où on ne sait pas trop où est l'autre, où on reste à la surface, apparemment libre, mais finalement au fond pas réellement libre d'être aimé comme on est vraiment, ou d'aimer vraiment l'autre comme il est vraiment. Parce que le lien avec une personne spéciale et unique pour nous va offrir en fait un cadre sain et permissif. Il va nous permettre d'avoir cette liberté d'aimer en toute sécurité, tout autant que nous en avons envie, sans que le mental ne vienne freiner les sentiments et la tendresse avec toutes ses peurs. Et c'est ça que l'on offre à l'autre et que on s'offre à nous-mêmes quand on accepte de se contraindre à une relation avec une personne spéciale qui évidemment a le même engagement envers nous en retour. Donc, se croire libre parce qu'on est libertin ou parce on papillonne, alors qu'en fait on est prisonnier de la peur de perdre cette liberté, parce qu'au fond du fond, on est prisonnier de la peur du vrai lien affectif, parce qu'on a peur de la vraie relation affective, certainement parce qu'il y a des traumas derrière, et notamment des traumas d'abandon, de trahison, qui est très fort à ce niveau-là, eh bien, c'est une fausse liberté, évidemment. Donc, pour conclure, quel que soit le domaine de notre vie, j'aimerais simplement vous rappeler que le fait d'être posé en vous-même, dans un axe clair,
d'être simplement là, disponible au présent, sans être ni prisonnier du passé dont finalement on se fiche, et sans être ni prisonnier de projections sur l'avenir dont on ne sait rien, eh bien cela se demande de se contraindre très fortement. Et d'appliquer une contrainte très forte sur quoi? Sur notre propre mental. Notre propre mental qui, lui, ne cesse de mener la barque de notre esprit, tantôt dans le passé, tantôt vis-à-vis de l'avenir. Un mental qui va chercher à figer des connaissances par rapport à nos expériences passées et nous enfermer dedans, nous empêchant de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc, c'est à ce mental que l'on veut appliquer la plus grosse contrainte qui libère, c'est se libérer de vraiment ce poids, que le mental fait peser sur nous en permanence, avec ses fausses représentations, avec ses illusions, avec ses peurs, avec ses doutes, qu'il tire du passé. Il dit oui, je sais, ça se passe comme ça, du coup je ne vais pas faire ça, etc. Ou parce qu'il a peur de l'avenir. Et de rester dans cette espèce d'instant présent. Et ça demande une grande maîtrise de l'esprit. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que sans cette maîtrise-là, c'est-à-dire sans cette contrainte-là qui va vous libérer, sans cette capacité de contraindre votre mental à rester dans l'instant présent, à dire non au délire de votre ego qui vous raconte n'importe quoi pour que vous puissiez continuer de répéter vos schémas. Sans cette maîtrise de l'esprit, nous ne régnons absolument sur rien dans nos vies. Donc la contrainte qui libère, la toute première, c'est la capacité de notre maître intérieur à dire non. Je ne te crois pas, toi mon ego. Je ne te crois pas, toi mon mental. Je vais essayer de croire véritablement une seule et unique chose, qui est mon cœur. Si vous voulez pratiquer la contrainte qui libère, je vous invite à vous entraîner avec le petit exercice qui est donné aux personnes qui demandent notamment la retranscription de ce podcast. Donc vous pouvez en commentaire demander la retranscription de ce podcast et nous vous enverrons aussi en bonus un petit exercice qui vous permet d'appliquer la contrainte qui libère au domaine de votre vie où vous avez le sentiment de ne pas avoir la maîtrise ou qui ne marche pas comme vous voulez, et vous verrez à quel point ce grand principe ancestral va pouvoir vous aider dans votre présent, dans la société dans laquelle vous vivez, à reprendre des repères pour vraiment vous offrir une vie alignée, une vie peut-être un peu moins fun et paillettes en apparence, mais qui est très réellement celle dont vous avez besoin pour être profondément heureux. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt, c'était Laurence Arpier avec vous.